Josette Borel-Lincertin était en prison ce matin. Elle a voulu, dans le cadre des assises de la famille, adresser un message d'encouragement à des mères détenues. Elle souhaiterait, avec l'État, préparer leur retour à la vie normale. Il y aura à compter de lundi prochain 11 vaccins obligatoires. C'est le résultat de la loi votée par le Parlement. Les anti-vaccins, malgré leur barouf tintamaresque, n'ont pas été entendus. Les utiles explications de Linda KRC dans cette édition. Les commerçants de Basse-Terre ne lâchent pas le morceau. Ils veulent profiter de la fin de l'année pour arrondir leur chiffre d'affaires. La ville sera ouverte jusqu'à dimanche 12 h. La température festive de Basse-Terre rapportée par nos correspondants. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est déjà là. ATV en guise de bon appétit vous propose une entrée originale préparée par un chef et Linda KRC et un menu végétarien comme les Guyanais les aiment. Moment de délice tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 29 décembre 2017. Josette Borel-Lincertin était en prison ce matin pour la bonne cause. Elle a voulu rencontrer les femmes incarcérées, surtout celles qui ont des enfants, pour discuter avec elles de la meilleure façon de revenir à la vie normale. En prison également, Yvan Lemar pour ATV Guadeloupe. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des assises de la famille menées par le conseil départemental. Durant 4 heures, la délégation menée par Josette Borel-Lincertin a pu découvrir les structures et dispositifs existants pour l'insertion des femmes et des mineurs détenus. Un moment qui a permis à la présidente du département d'échanger avec ces femmes. On voit beaucoup de faits pour les hommes, mais très peu pour les femmes. Et ça aurait été bien qu'on nous donne des choses un peu plus motivées, des choses qu'on apprenne, parce que nous sommes ici, on fait du sport, mais nous avons que le sport le lundi et le mercredi. Mais cela est insuffisant. J'aurais bien aimé travailler, faire un truc pour passer un peu le temps, parce que des fois on est là, on n'est pas occupé, on réfléchit beaucoup. On tourne, on retourne dans la cellule et je trouve que c'est un peu ennuyant. Après cette visite, des axes de travail ont été retenus. La première chose, donnez-nous du travail, la formation professionnelle, emmenez la formation professionnelle, parce que même si nous sommes en prison, après, quand nous sortirons, nous avons besoin d'une compétence nous permettant de mettre le pied à l'étrier. Donc c'était de l'écoute, c'était aussi de l'engagement de ma part, au-delà de l'écoute, et un engagement mesuré, parce que je pense que lorsqu'on parle d'insertion, il faut vraiment s'engager pour que nous puissions dire notre mission au conseil départemental. C'est l'insertion, donc de dire que nous avons peut-être jeté ce que j'appelle une graine d'espoir. Durant cette visite, les parlementaires présents ont pu affirmer leur volonté d'accompagner le département sur cette thématique. Je vais proposer au directeur de la prison de mettre en place des ateliers sur l'esthétique, des ateliers soigne ton look, des ateliers de couture, mais aussi là, j'ai décidé d'ouvrir une banque aux livres sur mon site Facebook pour justement créer une bibliothèque pour le quartier des femmes au centre pénitentiaire de Bébaron. S'agissant du quartier des mineurs, à charge pour nous de trouver les voies et les moyens, notamment les dispositifs de droit commun pour pouvoir les accompagner quant à leur insertion et peut-être voir avec l'éducation nationale la convention au niveau de l'éducation nationale pour que ces jeunes puissent passer leur examen, puissent avoir leur diplôme. Solliciter les entreprises afin qu'elles puissent avoir une activité qui leur permette de gagner, même si elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, et d'avoir encore le contact avec le monde du travail. Pour faciliter la prise en charge des enfants, faciliter dans le droit commun, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais qui montrent leur insuffisance, et il y a même certaines carences que j'ai constatées à travers les témoignages de certaines personnes ici au centre de détention. Donc il va falloir qu'on améliore la qualité de la prise en charge des enfants pour leur insertion, mais aussi pour leur orientation au niveau scolaire. Actuellement, une vingtaine de femmes et une dizaine de mineurs sont détenus au centre pénitentiaire de Bémao. À compter de lundi, il y aura 11 vaccins obligatoires au lieu de 3 actuellement. Ainsi l'a voulu la loi votée par le Parlement. Les anti-vaccins qui ont essayé de faire dérailler le processus n'ont pas réussi. Les utiles explications de Linda KRC. Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront désormais être obligatoirement vaccinés contre 11 maladies contre 3 auparavant. Tous ces vaccins seront remboursés à hauteur de 65% par l'assurance maladie. Les 35% restants seront à la charge des assurances complémentaires.
Les enfants nés à partir du 1er janvier devront avoir reçu ces 11 vaccins pour être admis à la crèche ou à l'école. En revanche, un délai est accordé aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans les crèches. Il faudra que le carnet vaccinal soit à jour au 1er juin 2018. L'obligation de protection vaccinale soulève une controverse animée par des anti-vaccins très actifs sur les réseaux sociaux notamment. Dans leur viseur, les selles d'aluminium. Selon des résultats du baromètre santé publié en octobre 2017, les Français sont favorables à 75% à la vaccination, mais cette proportion dépassait 90% au début des années 2000. Mes enfants, ils ont bien eu des vaccins et jusqu'à maintenant, ils sont en bonne santé. Alors je pense que si c'est bénéfice pour eux, oui, c'est bon. J'ai fait vacciner mes enfants à l'âge des vaccins. J'ai adhéré, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pour les autorités de santé, ce changement est nécessaire pour lutter contre la baisse du taux de couverture vaccinale et la réapparition de certaines maladies. De plus, selon le gouvernement, la réforme ne change pas grand-chose pour la plupart des enfants. Les 11 vaccins représentent 10 injections sur 2 ans. L'Agence nationale de sécurité alimentaire a rendu public ce mois-ci un rapport très alarmant qui alerte en tout cas sur la contamination des populations antillaises à la chlordécone. Pour en parler avec nous, M. Verdol, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes maître de conférence, mais vous êtes aussi président de l'association Envie Santé. Donc vous avez regardé ce rapport. Oui. Est-il alarmant ? Oui, il est alarmant. J'aimerais faire des observations préliminaires pour qu'on puisse mieux comprendre la situation. Alors, le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien. Et il est susceptible, comme les perturbateurs endocriniens, de provoquer des pubertés précoces. Et en octobre, j'ai organisé une table ronde sur les pubertés précoces où des médecins étaient présents. Et l'un d'entre eux, une endocrinopédiatre, donc spécialiste d'endocrinologie pour les enfants, a fait remarquer que depuis un certain temps, elle observe des pubertés précoces à son cabinet. Je lui ai demandé à partir de quel âge. Elle m'a répondu dès 3 ans. Donc dès 3 ans. Alors pour être concret, ça veut dire dès 3 ans, un enfant peut tomber enceinte. C'est ça que ça veut dire. Dès 3 ans, des poils au pubis, ce qui a amené beaucoup de pères à faire part à ce médecin de leur désarroi, à faire la toilette de l'enfant, constater qu'elle est réglée, qu'elle a des poils au pubis à 3 ans. C'est assez impressionnant. On peut lier ça à la chlordécone ? En tout cas, il faudrait étudier le phénomène. Il faut voir s'il y a une causalité. Mais voilà, nous sommes sur le plan scientifique, il faut être certain qu'il y a un rapport de cause à effet avec l'empoisonnement au chlordécone. Donc j'invite mes collègues épidémiologistes de se pencher sur le sujet. Et alors, autre remarque que j'aimerais faire, ce sont des résultats de l'étude Timoun. L'étude Timoun a été faite il y a quelques années. Elle a montré que des enfants exposés au chlordécone dans le ventre de leur mère, 7 mois après la naissance, donc l'étude des enfants à 7 mois, elle montrait qu'ils avaient des pertes de quotient intellectuel de 10 à 20 points, ce qui est énorme. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont potentiellement handicapés mentaux, c'est ce que ça veut dire. Mais vous me faites ces affirmations. Ce que je cherche à savoir, c'est que si ces affirmations sont soutenues par des études scientifiques sur combien de cas, etc., pour qu'on puisse avoir quelque chose de précis. Moi, je suis assez tranquille de ce côté-là. Elle a été faite à la bibliothèque Paul Maddot à l'occasion des 30 ans de l'INSERM. C'était en 2012 ou 2013, le 27 septembre, par Sylvaine Cordier, qui était spécialement venue de Rennes. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle présentait les résultats de l'étude Timoun. Donc elle a indiqué ça. Alors, concernant la Guadeloupe, on peut dire qu'il y a 2 zones. Il y a les gens qui vivent en zone contaminée et les autres qui vivent en zone non contaminée. Et dans ce rapport, on dit aussi que ce sont les gens qui vendent sur le bord des routes du poisson, des fruits de mer, des langoustes, etc. Et c'est là que vient le danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Alors oui, vous êtes allé un peu rapidement, mais je pourrais expliquer quand même. Ce rapport, il dit concernant les enfants, on arrive sur les zones tout de suite, contaminées, non contaminées. Concernant les enfants, en Martinique, ils sont exposés de manière relativement uniforme au chlordécone parce que la Martinique, elle a eu beaucoup plus d'emploi du chlordécone que la Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, donc, les enfants qui sont en zone contaminée, ils sont surexposés au chlordécone, tandis que ceux qui sont en zone non contaminée ne sont pas surexposés au chlordécone. Alors ça veut dire que
la Grande Terre et les dépendances, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, sont susceptibles de produire des enfants au sens de l'étude Timoun, plus malins, plus intelligents, sans avoir les problèmes de handicap mentaux. Et les autres viendront de Basse-Terre. Là, c'est ce qui nous pend au nez maintenant, qui nous est affirmé par cette étude-là. Bon, je l'ai croisé avec les résultats de l'étude. Vous êtes prudent sur cette affirmation? Parce que les gens de Basse-Terre qui nous écoutent vont se poser des questions. Ils devront justement s'interroger. Alors, je peux croiser ça. Ce sont des pistes avec des informations fournies par des infirmières de santé du sud Basse-Terre qui m'ont contacté. Elles m'ont appelé à leur bureau. Elles m'ont montré des fiches d'enfants qui les alertent dans des classes normales. Et ça montre notamment des malformations physiques, malformations au niveau du visage, le visage pas symétrique du tout, comme si on a donné une baffe d'un côté et puis ça oui, mais est-ce qu'il y a une méthode comparative qui permet de faire ce type d'affirmation? Il aurait fallu aller chercher combien de cas avant, combien de cas aujourd'hui, et ça n'est pas fait. Ce sont des observations qui n'ont pas été suivies, ça a été indiqué à la hiérarchie. Et puis, ça arrivait jusqu'à la présidence de l'époque du Conseil général, qui était tenue par un médecin, mais rien, il n'y a pas eu de vague, rien du tout. Alors, je précise que les observations montraient que les enfants ne connaissaient pas, il y avait plusieurs enfants qui ne connaissaient pas la différence entre devant, derrière, avant, après, dessus, dessous, etc., droite, gauche, qui ne savaient pas faire la différence entre les couleurs, qui ne savaient pas s'ils étaient un garçon ou une fille notamment. Bon, je pense que ça peut être assez inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que la contamination à la chlordécone a donné des débiles mentaux? C'est-à-dire que si on se réfère à l'étude Timoun, c'est ce qui est annoncé. Si on se réfère au constat des infirmières du Sud Basse-Terre, c'est ce qu'on voit. Alors, comment faire face à cette question importante? Alors, comment faire face à cette question? Si on se penche sur le rapport, on demandait donc à cette agence si les normes de 2013 étaient suffisamment protectrices. Alors les normes de 2013, il faut savoir ce que c'est. En 2013, dans la plus grande discrétion, les tolérances pour la viande rouge en chlordécone ont été multipliées par 5 et pour la volaille, ça a été multiplié par 10. Donc, 4 ans après, l'État demande à cette agence, est-ce que ça protège suffisamment la population? La réponse de l'agence, je retiens 2 points. Le premier, c'est que désormais la viande, c'est un aliment fort contributeur de chlordécone, donc aliment à risque, notamment la volaille et les œufs aussi, désormais. Et l'autre point, c'est que les gens qui sont le moins exposés au chlordécone, eh bien, ce sont les gens qui affirment s'approvisionner en grande surface dans les circuits officiels, donc les grandes et moyennes surfaces. Donc plus c'est surveillé, moins il y a de contamination. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de produits importés aussi dans les Ça voudrait dire que moins c'est local, plus c'est sûr. Et ça voudrait dire que le conseil fort qui est donné à la population, c'est de ne plus manger local. Oui. Bon, alors... Je suis étonné du silence des politiques, on n'a rien là-dessus, on n'a pas insisté, mais donc il y a quelque chose à faire. Et je voudrais dire que notre association Envie Santé, rapidement, parce elle a décidé de faire en justice. Il nous faut des fonds pour payer l'avocat très compétent qu'on a choisi, spécialiste en droit de l'environnement. Et donc nous avons organisé une souscription sur Internet. Non, une souscription sur Internet pour réunir les fonds. Et j'invite chacun donc à aller sur un site agréé qui s'appelle KissKissBankBank, K-I-2-S, K-I-2-S, B-A-N-K, à taper chlordécone et vous arriverez pour la souscription. Alors justement, on va voir, est-ce que vous pensez que les oursins sont contaminés? Il n'y a pas de réponse. Je crois la peste aux oursins, elle dure pas très longtemps, c'est un mode de réponse. C'était la fin aujourd'hui de cette pêche aux oursins. Et on va voir le reportage de Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexer sur cette fin de campagne qui a été très courte effectivement cette année. On regarde le reportage et je vous remercie en tout cas, M. Verdol, d'être venu. Juste un petit mot. Oui, je rappelle que le but de notre démarche, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus de résidus de chlordécone dans nos assiettes. Et je vous remercie beaucoup de la parole que vous avez. On regarde le reportage. Oui, merci beaucoup.
Plus de 1000 oursins par jour, c'est notre chiffre du jour. Ouverte depuis environ 2 semaines, la campagne de pêche arrive à son terme. L'occasion pour le président du comité de faire le point. La pêche est plutôt bonne, on va dire. On attend quand même le retour de capture, parce qu'il faut quand même déclarer ce qu'on a pêché. Et après, on pourra savoir où est-ce qu'on se situe quand même cette année. C'est pas un mec qui se vend comme la langouste ou le lambi, ça commence. Il nous faudrait valoriser encore plus dans nos assiettes ce genre de produits qui sont très, très chers quand même chez les îles voisines, hein, notamment la Martinique, où chez eux c'est vraiment très connu. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie cette année. L'oursin, mais de plus en plus prisé chez nous, mais soumis à déclaration, ce qui nécessite donc une demande d'autorisation de le pêcher. Ensuite, une fois qu'on a eu cette autorisation, on doit aussi déclarer ce qu'on a pêché. Donc chaque jour, on remplit son carnet de pêche et ensuite on transmet, une fois la saison terminée, on transmet aux affaires maritimes ce qu'on a pêché. Et si on n'a pas pu transmettre ces informations, on ne pourra pas pêcher l'année suivante. La campagne de pêche est donc ouverte depuis le 18 décembre et ce jusqu'à dimanche. Une campagne réduite cette année compte tenu du passage des ouragans et de ses conséquences dans les fonds marins. Pour finir l'année en beauté, les commerçants de Basse-Terre ont décidé de mettre le paquet, comme on dit dans le langage populaire. Ils ont décidé d'animer la ville aujourd'hui, demain et même jusqu'à dimanche 12h. Voici le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Les commerçants de Basse-Terre remettent ça. Objectif, dynamiser la ville pour les fêtes de fin d'année. Avant tout, c'est la bonne humeur que nous organisons à Basse-Terre. Comme chaque année, nous sommes au service de la clientèle. Ce soir, nous sommes à leur disposition jusqu'à 20h. Donc, une bonne ambiance, les magasins ouverts, les magasins éclairés avec des commerçants qui attendent leurs clients, des cadeaux à la main et de bons prix. Bien sûr, il y a de la musique, il y a une animatrice qui indique les offres dans les magasins. Demain, nous avons également sur la rue de la République une petite animation, donc des musiciens. Nous avons un petit peu de tout dans une très bonne ambiance. Pour Sarah, responsable de magasin, cette initiative est de bon augure pour son activité. Il faut animer cette ville, hein. Elle mérite d'être animée et vous voyez qu'avec cette animation, nous avons plus de clients. Donc les clients, ils aiment ça, ils aiment tout ce qui est festif. Nous aussi, nous les attendons et nous sommes contents de les recevoir. Avec l'Union des commerçants de Basse-Terre, nous comptons, j'espère, avoir cette participation chaque année. Les magasins de la ville resteront donc ouverts ce soir et demain jusqu'à 20h et le 31 décembre jusqu'à midi. De quoi rassurer les retardataires pour leur tenue du réveillon. À la Martinique, les caisses pleines des commerçants risquant d'attirer les voleurs, les patrouilles de gendarmes ont été renforcées à proximité des commerces et des grands axes routiers. Voici le reportage de la TV Martinique. Prévention de la délinquance, la gendarmerie agit. Ici, dans ce petit centre commercial Folialet où la clientèle est plutôt familiale, à la tombée de la nuit, la présence de la trentaine de militaires en patrouille rassure. Ça limite et puis ça rassure aussi la population à avoir la police autour de soi. La présence des policiers le soir de manière générale, c'est souhaitable parce que aux abords des centres commerciaux, normalement il y a déjà les agents de sécurité. Donc ça ferait double emploi, mais s'il y en a, c'est toujours mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas. C'est un dispositif qu'on met en place en période de fin d'année. C'est un dispositif qui a 2 buts. D'une part, rechercher les gens qui se seraient rendus coupables de délits d'appropriation, c'est-à-dire tout ce qui est vol à l'étalage, vol à la roulotte ou cambriolage sur les secteurs commerciaux, parce que c'est des secteurs qui sont particulièrement exposés dans ces périodes, parce que les stocks sont importants, les transactions financières en liquide sont très importantes aussi. Donc nous, on se doit de monter un dispositif autour de ce secteur. Donc ça, c'est vraiment le but principal. Et ensuite, le second but, c'est aussi de rassurer la population, en expliquant que même en période de fin d'année, quand les gens ont les coffres chargés de denrées alimentaires à forte valeur ajoutée ou d'objets IFI ou d'objets multimédia, on est là pour protéger et de manière à ce qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Pour certains commerçants, les fins de journée en cette période de fête sont source d'angoisse. Car si les voleurs et les cambrioleurs sévissent toute l'année, en ce moment, on note une recrudescence de vols et les petits commerces sont souvent les plus vulnérables. Alors, aux abords de ces galeries marchandes, on souhaite que ces contrôles soient surtout dissuasifs. Je suis commerçant, hein. je sais de quoi je parle, quoi. Je suis commerçant. Bois-caille et tout le consort, là, c'est bon. Plus il y a des gendarmes, mieux je me porte. Hein. Je ne dirais pas qu'ils en ont qu'après les automobilistes. Mais s'ils lâchent un peu plus la route pour s'occuper un petit peu plus des malfrats, des braqueurs, des voyous, des consorts, ça serait mieux. C'est indispensable. C'est de la prévention. Et la prévention,
c'est mieux que l'intervention. La présence des gendarmes, déjà, bon, c'est une sécurité pour les concitoyens. Pour l'image également du commerçant, il apprécie quand la gendarmerie est présent sur son commerce, quoi. Axe routier et commerce sous haute surveillance. Ce dispositif est le 3e depuis le 10 décembre. L'un des objectifs est de rechercher les gens qui se seraient rendus coupables de délits d'appropriation sur les centres commerciaux, mais aussi de verbaliser toutes les infractions au code de la route. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous partirons découvrir l'exposition de Thierry Allais qui s'est glissé dans la peau de quelqu'un d'autre. Et en guise de bon appétit, nous vous proposerons nos idées de menu pour le réveillon. L'exposition de Thierry Allais a commencé donc à Jarry, à la galerie TNT. Il propose une nouvelle technique en se glissant dans la peau d'un autre personnage. Voici les explications et le commentaire d'Yvan Lemar. Dans cette exposition, Thierry Allais met en valeur le spin painting, une technique d'origine anglaise. Le spin painting, généralement, c'est associé à Damien Hirst, un artiste anglais, mais qu'il a lui-même repris d'un jeu pour enfants qui ressemble un peu à une essoreuse à salade, dans lequel on met une feuille et dans laquelle on met une feuille et de la peinture, on fait tout ça tourner. Généralement, ça donne un résultat très très intéressant. Et donc, l'idée que l'artiste s'approprie quelque chose qui existe déjà et qu'il en fasse lui-même quelque chose m'a toujours paru un petit peu intéressant parce qu'en fait, l'appropriation donne le sentiment que c'est lui un peu qui a inventé alors qu'en fait, il l'a juste transcendé. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se prêter au jeu aussi. Et donc, j'ai construit cette petite machine-là, ici dans l'atelier, enfin dans la galerie. Et donc, j'ai fait une série d'œuvres et en même temps, j'invite les enfants et les parents le samedi à venir aussi expérimenter cette machine. L'artiste présente une quinzaine d'œuvres issues d'un long cheminement. La production de l'exposition a été très intensive. En fait, ça a été une sorte de préparation psychologique sur plusieurs semaines. Déjà d'y penser, de réfléchir à comment est-ce que je vais fabriquer cette machine. Alors j'ai essayé avec un ventilateur, ça ne marchait pas. J'ai essayé avec d'autres outils. Et finalement, ça a marché. Et puis après, inviter aussi à travers les ateliers les enfants, donc regarder ce que les enfants faisaient. Parfois, c'était intéressant de voir leur façon d'appréhender les choses. Et puis faire quelques essais, et puis petit à petit me lancer, jusqu'à ce que, en fait, je décide juste en quelques jours, vraiment de me concentrer jour et nuit pratiquement, à dormir toutes les 2 heures, à revenir, etc., de façon très très concentrique pour cette exposition. Donc oui, c'est une exposition qui a été faite d'un jet vraiment. Grâce au mélange de couleurs et au contraste des matières, l'artiste a pour objectif de titiller l'imaginaire du visiteur. Donc ce sont des œuvres qui sont relativement contemplatives et donc ce que je cherche, c'est justement ce que je cherchais pour moi, c'est-à-dire que la vision ou la vue de l'œuvre permette une sorte d'impulsion de vouloir participer, de vouloir peut-être continuer l'œuvre. Des ateliers pour enfants et adultes sont programmés à la galerie TNT à Jarry. L'exposition est disponible jusqu'au 2 février. Vous vous arrachez les cheveux pour le menu de la Saint-Sylvestre, eh bien, ne vous arrachez plus les cheveux. Voici le conseil précieux d'ATV pour votre menu du réveillon. Regardez. Bonsoir, je suis le chef Rudy Colmar du restaurant O'Widdy's à la Marinade Saint-François. Je vais vous concocter donc un pâté impérial pour votre réveillon de Saint-Sylvestre. C'est une entrée, donc à base de langoustes, de Saint-Jacques, de légumes et une petite influence asiatique avec la sauce yakitori. Donc tout d'abord, je vais tailler finement mon igname. Donc on réalise la même manipulation pour la courgette, toujours en julienne. Et toujours la même manipulation pour la carotte. Donc ensuite, nous allons tailler notre garniture aromatique. En l'occurrence de l'oignon. On pourra rajouter donc de la tomate. Donc toujours de l'ail en fait pour apporter un peu de saveur. Et ensuite, il va nous manquer juste la cive. Nous avons donc ici l'ensemble de nos éléments qui vont garnir en fait notre pâté impérial. Donc là, nous allons récupérer la chair de la langouste.
Donc mes queues de langoustes sont décortiquées. Maintenant, je vais procéder au taillage de ma noix de Saint-Jacques. Maintenant, nous allons procéder au dressage du pâté impérial. Donc, dans une assiette, vous remplissez un petit fond d'eau. Vous laissez imbiber votre galette, on dira 30 secondes environ. Donc, un peu de carottes, un peu de courgettes. Et donc maintenant, nous pouvons disposer notre queue de langouste et nos petites lamelles de Saint-Jacques. Donc là, un petit peu de jus de citron. Maintenant, j'assaisonne. Donc maintenant, nous allons procéder au pliage en fait, de notre pâté impérial. Pour un peu plus de croustillant, donc on a déjà enroulé une fois. On peut enrouler une deuxième fois, une deuxième galette. Et ainsi maintenant, je peux disposer mon pâté impérial. Nous allons colorer tout d'abord des 4 faces. Donc voilà, on va dire environ 30 secondes à peu près, 30 secondes par face. Notre galette vietnamienne assez croustillante. Nous pouvons donc disposer dans une plaque et terminer la cuisson au four. Donc au four à 180 degrés. On va dire environ 15 minutes pour garder le moelleux de nos produits qui sont à l'intérieur. En attendant les 15 minutes, on peut s'amuser à préparer notre décoration pour notre plat. Donc en l'occurrence, ça sera mes carcasses de langouste que je vais cuire, juste colorées. Hein. Donc nos 15 minutes sont écoulées. Nous allons pouvoir enlever notre pâté impérial du four et donc procéder à notre dressage. Donc nous allons maintenant mettre un peu de sauce yakitori. Et petite touche finale, donc un suprême de pamplemousse. Donc je vous présente notre pâté impérial à la langouste et Saint-Jacques à la sauce yakitori en vous souhaitant un bon réveillon de Saint-Sylvestre. Je rassure tout le monde, Linda n'a rien ramené à la rédaction. Vous avez eu l'entrée avec ce chef, Linda Kayarsi. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas, celles et ceux qui n'aiment pas la viande, voici un menu végétarien pour ce 31. Les menus du réveillon de la Saint-Sylvestre sont aussi nombreux que variés, mais si, pour changer, nous nous laissions tenter par un réveillon bio. Présentation de produits parfaits pour un 31. Il y a plusieurs produits bio, il y a le vin, il y a le champagne, il y a notre panettone et il y a les chocolats. Le vin bio, c'est que c'est fait, par exemple, le vin, il est fait à base de raisins, ce sont des raisins bio, donc ça veut dire avec le label bio. Le panettone, c'est un gros pain, au pain en raisin en fait. Et c'est fait à partir de produits bio, donc de la farine bio, du raisin bio, etc. C'est un bon dessert. Et pour accompagner cette petite sélection, découvrons ensemble des apéritifs et un plat goûteux composé de produits bio uniquement. On peut faire des verrines pour les apéros. On peut faire le plat de l'entrée jusqu'au dessert. Tout est faisable. Tout ce qu'on trouve sur le marché normal et dans le bio aussi, il existe aussi. Parce que normalement, on a du pâté, on a du pâté vegan, on a du champagne, on a du vin, de la bière, on a du riz, on a tout. On a de la viande, etc. Gratin de banane, fruits à pain et igname. Pour mon gratin, j'ai mis juste un petit peu de fromage pour donner la croûte, pour donner l'aspect gratin. Mais après, le reste, c'est avec du lait végétal, du lait de soja, de la crème de soja, des bouillons de légumes sans glutamate, de l'ail, etc. Se régaler d'ingrédients bons pour le palais et pour la santé, voilà une bonne façon de commencer l'année. Une Saint-Sylvestre bio, c'est plus que possible. Avec ATV, les kilos, c'est garanti. Donc, voici quelques informations utiles à votre vie quotidienne. À Gosier, donc, la mairie ne s'ouvrira pas le 2, mais bien le mercredi 3 janvier. Une permanence sera assurée au pôle funéraire et à la police municipale. Le prix du carburant, le super sans-plomb baisse de 2 centimes, le gazole reste stable et la bouteille de gaz baisse de 0,29 centimes.
Les coupures d'eau, samedi 30 décembre, zone Capesterre-Les Saintes, dimanche 31, zone Le Gosier de 18h à 6h du matin. Et pour donner votre sens à Carrefour Market, Petit-Bourg, Zac de Colin de 8h30 à 13h. Et si vous avez des informations à faire parvenir à notre rédaction, composez le 05 90 60 11 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Josette Borel-Lincerté est en prison ce matin. Elle a voulu, dans le cadre des assises de la famille, adresser un message d'encouragement à des mères détenues. Elle souhaiterait, avec l'État, préparer leur retour à la vie normale. Il y aura à compter de lundi prochain 11 vaccins obligatoires. C'est le résultat de la loi votée par le Parlement. Les anti-vaccins n'ont pas réussi à faire dérailler le procédure. Nous avons écouté les explications de Lida Kayarsi. Les commerçants de Basse-Terre ne lâchent pas le morceau. Ils veulent profiter de la fin de l'année pour arrondir leur chiffre d'affaires. La ville sera ouverte jusqu'à dimanche 12h. La température festive semble monter dans le chef-lieu. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est déjà là. ATV en guise de bon appétit vous a proposé une entrée originale que vous avez vu préparée par Lida Kayarsi en chef et un menu végétarien comme les Guyanais les aiment, des moments de délices que nous avons eus dans cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente année 2018, que tous vos vœux se réalisent. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Bonne soirée.